Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Orme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je reçois une invitée, Géraldine de Seto Coco. Donc pour les personnes qui la connaissent et qui la suivent sur Instagram, son pseudo c'est Seto Coco. Donc elle va nous parler de notre alimentation au fil de l'évolution et puis de la modification de notre alimentation depuis notre sédentarisation. Et puis enfin, on va voir ce qui s'est passé avec les aliments ultra transformés, l'industrialisation et tout ce qui s'ensuit. Bonjour à tous, déjà merci pour ton invitation. Je suis vraiment ravie d'être avec toi sur ta chaîne pour parler de ce sujet passionnant. À savoir que moi, donc à l'origine, je suis conférencière dans un musée au nord de Paris et je suis passionnée de métabolisme, d'alimentation et les deux ensemble, je peux vous assurer que ça donne un sujet qui est véritablement au cœur de nos vies, tout simplement. Je suis conférencière dans un musée de peinture dans le nord de la France. Et il se trouve que j'avais une alimentation tout à fait classique jusqu'à ce que je rencontre des problèmes de santé où j'ai commencé à chercher des pistes. Et comme en fait, je suis quand on est conférencier, on est un peu hyper spécialisé dans le fait de chercher des informations, de les recouper entre elles. J'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, au métabolisme, et ça, mes recherches m'entraînant toujours un peu plus loin, j'en suis venue à m'intéresser au métabolisme de nos ancêtres et à étudier ce qu'on appelle la paléoanthropologie, qui est en fait une science qui combine à la fois l'attrait pour l'anthropologie, mais aussi pour la génétique, et donc qui permet, avec un regard scientifique, d'analyser un petit peu le métabolisme qu'on avait à l'origine. Et donc, quand je parle de l'origine, je parle des premiers Homo sapiens. Donc, j'ai dévoré tout un tas de livres sur le sujet et sans être une autorité en la matière, bien sûr, je commence à avoir une vue relativement exhaustive du sujet. Je suis très présente sur les réseaux sociaux. C'est notamment grâce à Instagram que j'ai pu me connecter avec la communauté cétogène et rencontrer des personnalités comme notamment Salomé Selouk, naturopathe et sophrologue avec qui je suis très en contact. C'est une très bonne amie à moi. Et c'est par ce biais notamment que je discute avec beaucoup de personnes. J'ai aussi ouvert une chaîne YouTube. Les deux s'appellent Ceto Coco, donc Ceto-Koko. Pourquoi Ceto Coco? Parce que Ceto, cétogène, Coco, parce que j'étais au départ sur une dominante assez végétale. Bon, vous pourrez constater que j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, même si je ne néglige pas mes amis végétariens. Mais donc, une communauté sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram et maintenant sur YouTube. Ok, donc de toute façon, toutes les infos, elles sont évidemment dans la description de la vidéo. Pour balayer assez large, ça serait de revenir un petit peu sur un peu l'origine de notre métabolisme, le métabolisme de nos origines, on peut le prendre dans les deux sens, et de repartir un peu de ce qu'on est et de ce qu'on n'est pas. Parce que c'est souvent quelque chose qui est pris en compte quand on décrit notre régime alimentaire. Par exemple, pour des personnes qui peuvent être dans la mouvance végétalienne ou autre, ils vont vous dire oui, ça a fait sens parce que notre ancêtre était végétarien. Alors, qu'en est-il exactement? Eh bien, déjà, quand on parle d'ancêtre, il faut savoir enfin, jusqu'où on va remonter, parce que souvent, vous entendez dire que l'homme est un singe. Alors oui, nous sommes des primates, mais attention, nous sommes des primates bien particuliers, des primates tropicaux, et notre ancêtre le plus proche des bonobos, le primate dont nous sommes génétiquement les plus proches, cet ancêtre, il date de 7 millions d'années. Donc ça commence à remonter un petit peu. Il s'est passé des choses depuis lors. Et à partir de 7 millions d'années, on peut dire que notre lignée diffère de celle des singes. Donc les singes ne sont pas nos ancêtres, ce sont nos cousins. Et là, ça fait une très grosse différence. Et alors, si on parle du régime alimentaire des chimpanzés, ils ont un régime qui est tout bonnement opportuniste, hein. Donc, ils mangent quand même à peu près 350 sortes d'aliments différents, ce qui comprend des végétaux, certes, des feuilles, tout ça, mais aussi des larves, des insectes, des reptiles, des petits volatiles. Et on voit que déjà, ils ne sont pas aussi
aussi végétariens que ce qu'on pourrait imaginer. Ils ne sont pas que végétariens, déjà. Donc, si on parle des chimpanzés, on peut déjà mettre ça en exergue. Et puis, après, donc, nous, quand on a commencé à différer, donc, la lignée humaine, elle va apparaître. Alors, quand je parle de la lignée humaine, attention, je ne parle pas forcément d'Homo sapiens, parce qu'il y a eu différentes sortes d'hominidés. Et on va dire que on pourrait faire commencer un petit peu notre histoire à il y a environ 2 ou 3 millions d'années. Pourquoi 2 ou 3 millions d'années? Parce que c'est là où on va avoir ce qu'on appelle le paradoxe obstétrical, parce que l'homme commence à se tenir debout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc, quand l'homme commence à se tenir debout? En fait, le cerveau augmente de taille. D'accord? Donc, on devient bipède, ça bloque les hanches et ça rend l'accouchement beaucoup plus difficile. Et c'est là que on va commencer à voir que, en fait, le fait de faire naître des enfants immatures est un avantage pour la survie de l'espèce. Donc, en fait, les hommes de cette époque-là vont commencer à faire naître des enfants immatures, des enfants prématurés, hein, tout simplement. Donc, l'enfant qui vient au monde à ce moment-là, son cerveau a 23% de sa taille adulte. Donc, vous imaginez bien que c'est un enfant qui est dénué de moyens de s'en sortir tout seul. Il a besoin d'ailleurs de sa communauté humaine. Et c'est en ça que c'est intéressant de voir que l'homme est un animal social, mais c'est aussi dû à ce paradoxe obstétrical, parce qu'en fait, il va avoir besoin des autres pour s'en sortir. Et le plus vieux métier du monde, ce que nous dit d'ailleurs Evelyn Heyer, c'est le métier de sage-femme, parce qu'on a eu besoin des autres pour s'en sortir. Je pense que ça, ce sont des choses que tu connais, David. Je vais en profiter pour boire une petite gorgée de thé. Enfin, que je connais, non, que j'ai connu grâce à la préparation de cette vidéo, parce que non, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Alors, juste une petite remarque, hein, la Mm. différence entre un animal qui serait végétarien et un humain qui est végétarien, la grande différence, c'est que l'humain, il va décider consciemment d'être végétarien pour X ou Y raison, alors que l'animal, eh ben, il n'a pas le choix. Et on se rend compte que des animaux à qui tu donnes, alors par exemple, moi j'ai des poules, quand tu donnes à des poules des végétaux, quand tu donnes du grain, et quand tu mélanges avec tout ça des petits morceaux de viande ou des petits morceaux de gras animal, je ne sais pas comment fait la poule, elle a un flair pour la viande et le gras animal. C'est-à-dire que les poules vont se battre littéralement pour avoir les petits morceaux de gras ou de viande. Donc Et oui, c'est dans nos gènes, hein, que ce soit des volatiles, que ce soit quand une vache est broute et qu'elle trouve un petit rongeur mort et s'il est en état d'être consommé, elle va le manger. Pourtant, une vache, elle est quand même faite pour manger de l'herbe. Donc la différence entre les animaux et les humains, elle est là. Enfin, en tout cas, les humains modernes d'aujourd'hui, elle est là. C'est que nous, on choisit, alors que les animaux, bah, eux, ils ne se posent pas de questions. Ils ont bien conscience que la protéine animale, le gras animal, ce sont des nutriments, ce sont des calories de qualité, et ils y vont franco, tout simplement. alors, je pense que c'est très intéressant ce que tu viens de dire, dans le sens où si on met de côté l'affect lié au fait de consommer des animaux, même si c'est pas anodin de consommer un animal, ça représente une somme de nutriments qui est très intéressante et une somme de calories aussi, qui n'est pas négligeable. Si on remonte à 2 ou 3 millions d'années, moment où le genre Homo apparaît, donc là, il y a 2 ou 3 millions d'années, on se sépare avec une lignée qui s'appelle les paranthropes. Donc les paranthropes qui eux, vont s'éteindre. Et à partir du genre Homo, il y a 3 millions d'années, on va commencer à essaimer et à voir d'autres genres qui apparaissent. On est en Afrique à ce moment-là, et on va commencer à sortir de l'Afrique il y a à peu près 70 000 ans. Alors, c'est intéressant de parler de cette sortie de l'Afrique pour parler de l'évolution de notre métabolisme, parce qu'on va avoir des besoins différents, tout simplement. Et donc, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'il va y avoir des vagues successives d'Homo sapiens qui vont sortir d'Afrique. La sortie de l'Afrique, elle s'est pas faite
en une génération, loin de là. Parce qu'en fait, quand Homo sapiens commence à sortir de l'Afrique, euh, à chaque génération, hein, il va avancer de 3-4 kilomètres maximum. Donc vous pensez bien que ça s'est fait sur plusieurs dizaines de milliers d'années. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est d'expliquer que notre ancêtre à nous, l'Homo sapiens d'Afrique, il sort d'Afrique il y a 70 000 ans, mais il y avait déjà d'autres hominidés qui étaient sortis d'Afrique avant et qui étaient partis un peu partout, en Europe, mais pas que. Et quand Homo sapiens va arriver sur ces nouvelles terres, il va rencontrer d'autres hommes qui ne sont pas forcément nos ancêtres et qui se sont parfois éteints en cours de route, mais avec lesquels parfois on s'est métissé. Mais là, j'anticipe un petit peu. Donc, l'Homo sapiens sort d'Afrique il y a environ 70 000 ans. Et il va commencer par atteindre tout d'abord l'Australie en passant par l'Asie il y a environ 50 000 ans. Ensuite, il arrive en Europe il y a 45 000, 40 000 ans à peu près. Et là, c'est là que c'est très intéressant parce qu'en fait, dans les années 2000, le séquençage du génome, c'est quelque chose qui a été complètement décrypté. Et on a vu apparaître un nouveau métier parce qu'il y avait des personnes qui étaient scientifiques passionnés de génome et des personnes qui étaient passionnées d'histoire. Et en fait, il y a eu une fusion entre les deux métiers qui a donné les paléogénéticiens, donc en fait des personnes qui vont étudier notre génome au regard de l'histoire et de la génétique. Et ça, c'est très très intéressant parce qu'on n'est plus simplement sur des suppositions au petit doigt mouillé où on va vous dire, oh bah je pense qu'il pouvait pas faire ça parce que hein, c'est plus simplement des supputations, c'est vraiment, on va étudier les restes fossilisés, les momies dont on dispose, et on va voir où est-ce qu'ils en étaient, qu'est-ce qu'ils consommaient, à quoi ils ressemblaient. Donc là, on est quand même sur des choses maintenant qui sont sûres et certaines et qui sont avérées scientifiquement. Donc c'est ça qui est très intéressant pour comprendre comment on est fichu aujourd'hui, n'est-ce pas? Notamment pour ce qui concerne les métissages. Quand Homo sapiens arrive en Europe, il va rencontrer Néandertal. Et il se trouve qu'il y a eu coexistence, n'est-ce pas, entre Homo sapiens et Néandertal, mais il y a eu aussi métissage. Ils se sont reproduits ensemble, il y a eu des descendants. Alors, tous les mariages n'ont pas été féconds, semblerait-il, mais il y a eu quand même donc une descendance, et nous sommes actuellement, nous Européens, porteurs d'au moins 2% d'ADN néandertalien. Alors, c'est un peu étrange de dire ça comme ça, mais en fait, si on mettait ton génome, le mien et tous ceux de la population humaine côte à côte et qu'on regardait un petit peu tout ce qu'on a de Néandertal, ça représenterait environ 40% du génome de Néandertal. On serait capable de le reconstituer à peu près à 40%. Et on n'a pas que du Néandertal, puisqu'on a rencontré également l'homme de Denisova. Euh, et on a aussi, alors ça dépend des populations, mais par exemple en Chine, ils ont 5% de Denisoviens dans leurs veines. Et alors, qu'est-ce que ça nous a apporté d'avoir cet ADN de d'autres hominidés? En général, soit les gènes sont dormants, ça veut dire qu'ils ne nous affectent pas, soit ça nous a donné des facteurs de protection en plus. Par exemple, nous, comme je vous le disais, on est des primates tropicaux. Quand on est arrivé en Europe, on a rencontré des climats, des paysages qui nous étaient inconnus. Et en fait, ces populations, donc Néandertal, Denisova et tout ça, étaient déjà adaptées. Donc le fait de se croiser avec eux, ça a accru nos facteurs de protection et d'adaptation à l'environnement, généralement. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et alors, c'est là que ça devient très très intéressant, c'est que on a aussi déterminé que Néandertal était grosso modo carnivore. Donc il y a 30 000 ans, Néandertal, mais aussi Homo sapiens, se nourrissait principalement d'apports d'origine animale. Alors ça, comment est-ce qu'on le sait? Bah, tout simplement, on a été, parce que c'est vrai que souvent on compare donc aux chimpanzés, aux gorilles, aux orang-outans, on mesure un peu nos ressemblances.
Mais pour ce qui concerne les Néandertals, on a été jusqu'à regarder l'émail des dents 2022, donc une équipe de scientifiques qui a été menée par Claire Viajaouan, qui était donc chercheuse au CNRS, elle s'est intéressée au reste d'un d'un homme de Néandertal espagnol. Et en fait, on a regardé les dents parce que l'émail des dents, c'est vraiment c'est quelque chose qui résiste à l'épreuve du temps, mais de manière extraordinaire. Ça ne se dégrade pas. Et donc, quand on regarde l'émail de cette dent de Néandertal espagnol, on se rend compte qu'il y a des isotopes de zinc. Et alors, moins il y en a, plus le régime est carnivore. Et il se trouve que le taux d'isotope de zinc sur cette dent de Néandertal, elle est comparable à celle des hyènes. C'est un carnivore. Et en plus de ça, si on veut aller encore plus loin, on a retrouvé à côté de lui des restes des os de, alors je sais plus si c'était des cervidés ou autres, hein, mais des os d'herbivores qui étaient cassés et donc il était venu en fait, donc il y avait des traces sur les os déjà ils s'étaient appropriés, qu'ils avaient utilisés, qu'ils avaient consommés. Et en fait, ils étaient cassés, il avait été jusqu'à sucer la moelle qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est intéressant parce que la moelle, effectivement, c'est très très gras. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant d'aller manger de la moelle que de manger des feuilles si on cherche un apport calorique. Donc on voit que à ce moment-là, donc il y a 30 000 ans, Homo sapiens et Néandertal sont majoritairement carnivores. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, donc notre ancêtre le plus proche avait ce régime alimentaire-là. Alors, évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que beaucoup vont dire qu'on n'a pas un corps de prédateur. Alors ça, c'est vrai en partie, mais en fait, on s'est adapté. On s'est adapté à la prédation. C'est notamment pour ce qui concerne la consommation de la viande. La consommation de la viande, beaucoup argumentent sur la face d'Homo sapiens, sur notre visage. On va dire que on n'a pas des mâchoires qui sont taillées pour aller venir chercher de la viande sur un animal. Déjà, il faut voir une chose, c'est que la première consommation de viande, c'était la consommation de charogne. Donc, on n'allait pas mordre un gros morceau de barbac, hein, c'était vraiment des lambeaux de chair qu'on allait charogner sur les carcasses. Et puis, si vous regardez les gorilles, par exemple, c'est vrai qu'ils ont des mâchoires qui sont très, très puissantes et qu'ils ont notamment des grosses prémolaires. Alors, nous aussi, on a des prémolaires qui sont conçus pour meuler des végétaux ou ce que vous voulez. Mais en fait, il y a une étude qui a été publiée le 24 mars 2016 par les paléoanthropologues Catherine Zink et Dan Lieberman de l'Université d'Harvard, qui tendrait à prouver que notre mâchoire, elle s'est adaptée. Et quand on a commencé à manger de la viande, on avait déjà une mâchoire qui était relativement réduite. Mais en fait, comme on a commencé également à produire des outils, grâce aux outils, on pouvait donc tailler des sections de viande qui étaient plus petites pour pouvoir les mastiquer plus facilement. Le fait de commencer à produire des outils pour la consommation de la viande, ça va diminuer l'effort de mastication de 17%, ce qui est énorme. Et après ça, quand on va avoir l'émergence notamment du feu, l'utilisation du feu pour cuisiner, pour cuire la viande, ça va être encore plus simple. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte via cette étude que le fait d'avoir une mâchoire plus réduite allait donner une plasticité des lèvres plus grande et que c'est ce qui aurait notamment encouragé ça et le fait que le larynx est une station plus basse, encourager le langage qui nous permet d'échanger aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc c'est quand Et même oui, très tout à fait. intéressant. Alors, première remarque, c'est vrai que on entend souvent dire, notamment des VG, nous dire qu'on a mangé ci ou ça, qu'on a été végétarien, qu'on a été frugivore. Bon, il faut quand même avoir conscience que ces gens-là, ils se basent sur rien. C'est une pure hypothèse qui est là pour que leur théorie elle tienne un peu la route.
mais en fait, il n'y a aucune preuve. Donc là, toi, tu nous apportes des preuves. Après, il y a un autre truc qu'on entend souvent, c'est ben, on n'a pas un corps de lion, on n'a pas un corps de, enfin un corps ou une bouche ou des, on n'a pas un corps de prédateur. Oui, mais la grande différence, c'est qu'on a un cerveau, comme tu l'as dit. L'humain, il a appris à chasser. Alors au départ, effectivement, ça a été un opportuniste. Après, il a mangé les charognes, les restes d'animaux. Et puis ensuite, il est devenu un chasseur. Alors ça, après, tu vas en parler après, mais c'est pour dire que ce qui nous différencie quand même du règne animal, c'est notre cerveau qui a grossi millénaire après millénaire, ou enfin je ne sais pas à quelle vitesse il a grossi, mais c'est la différence, elle est là. À quoi bon avoir des crocs si on avait des outils, des lances qui nous permettaient de pouvoir chasser un animal à distance en étant un petit peu protégé, alors que bah, les animaux sauvages, ils sont obligés d'aller au contact des autres animaux et ils peuvent risquer leur vie. Par exemple, bah, les animaux, les antilopes et tout ça, qui peuvent donner des coups de sabot et qui peuvent amocher une lionne, par exemple. Bon, bah, nous, on avait la possibilité d'avoir des outils pour, enfin des armes pour pouvoir chasser les animaux à distance. Et puis de créer des pièges, et puis de faire plein de choses. Donc, il faut arrêter avec ces affirmations qui ne reposent sur rien. C'est vrai que c'est un petit peu agaçant quand on entend des VG qui nous disent que on est comme les gorilles, qu'on a le même tube digestif que les gorilles, alors que ça n'a strictement rien à voir. Allez manger pendant une journée ce que mangent les gorilles, on en reparlera, sachant qu'ils mangent du matin au soir et qu'ils mangent en majorité des choses fibreuses. Et pour finir, moi j'ai été en Amérique du Sud quand j'avais 22 ans, donc ça date. J'ai été dans la jungle et le truc qui m'a surpris le plus, c'est qu'il n'y avait rien à manger. J'étais en Guyane française, après je suis allé au Suriname et au Guyana, il n'y avait rien à manger. Pendant ces presque 4 mois, on a trouvé, mais en plus je ne sais même pas si c'était sauvage, à un moment donné on a trouvé des petits ananas qui n'étaient pas matures, mais le problème c'est que je ne sais même pas si c'était sauvage parce que la culture de l'homme bah, recouvre la planète entière. Mais tout ça pour dire que dans une forêt vierge, on ne trouve pas, ce n'est pas le jardin d'Éden, des fruits, on ne trouve pas des fruits toute l'année, à profusion, et de toute façon, on est en compétition avec les animaux. Et les animaux, ils vont pas attendre, comme nous, que le fruit il soit bien mûr, bien coloré, euh, au maximum de sa maturité pour le manger. Eux, ils vont le manger généralement avant nous, parce qu'eux, ils s'en fichent, que ce soit un peu acide, que ce soit un peu âpre, que ce soit pas énormément sucré comme on l'aime. Voilà, donc tout ça aussi, c'est plein de mythes qui sont répétés, un petit peu comme des perroquets, par les VG qu'on trouve sur les réseaux sociaux et qui racontent n'importe quoi. Qu'ils aillent un petit peu voir ce qu'il y a dans les forêts tropicales à manger. Et ils verront que quand il y a un fruit qui se trouve dans un arbre qui est à je sais pas combien de dizaines de mètres de haut, qu'ils aillent le ramasser et on va voir s'ils vont être capables de couvrir leurs besoins caloriques avec les végétaux qu'ils vont trouver. Et je parle même pas de l'Europe d'il y a 20 000 ans, où là, forcément, on est obligé d'être carnivore, il y avait pas de végétaux. On a été dans des aires glaciaires qui ont fait qu'on n'avait pas le choix, on devait se nourrir d'animaux, et puis ces animaux, bah forcément, comme il faisait froid, ils étaient naturellement gras, et c'est pour ça qu'on avait une alimentation carnivore, et cétogène, parce qu'on avait besoin des calories du gras, et puis de toute façon, notre instinct nous poussait naturellement à manger ça. Bon, bref, parenthèse fermée. Non, mais Vo- c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, j'aime débattre et donc j'aime forcément confronter mon point de vue avec ceux de personnes qui ne pensent pas comme moi. Mais j'aime débattre sur des choses qui sont factuelles. Et c'est vrai que souvent, quand on voit ce débat, est-ce qu'on a été végétarien, est-ce qu'on l'est encore, est-ce qu'on est plus adapté à manger des végétaux ou du carné, en fait, c'est beaucoup des débats philosophiques et pas des débats vraiment basés sur la science. Or, c'est vrai que bah, moi, je collectionne un peu les bouquins de paléogénétique. On ne peut pas lutter contre les preuves scientifiques. Les preuves, elles sont là. On consommait de la viande. Il n'y a pas à en avoir honte, en fait. Même si vous êtes végétarien,
pour des raisons qui vous regardent évidemment, qui peuvent être diverses et variées, euh, votre ancêtre était carnivore. Et alors, c'est pas si grave que ça. Mais il faut le savoir si on veut comprendre les fonctionnements intimes de notre métabolisme. Et quand tu disais qu'on n'a pas un corps de prédateur, alors ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui nous est très souvent reproché quand on explique qu'on est carnivore à l'origine. Parce que on va dire, voilà, on n'a pas un corps de guépard, on n'a pas un corps de lion. Comment est-ce que tu veux... J'ai lu ça encore il y a même pas longtemps, hein, quelqu'un qui disait, oui, bah comment tu veux que l'homme il ait été chasser des grosses proies avec le corps qu'il a, quoi. Mais attends, on n'est pas non plus, voilà, notre corps il a un but, il a un design particulier. À partir du moment où l'homme est devenu purement bipède. Donc le pied est devenu un organe uniquement locomoteur, sachant que chez la plupart des primates, le pied, il a aussi, il est utilisé pour tout ce qui est préhensible et tout ça. Chez la plupart des singes, le pied, en fait, il est replié vers l'avant comme ça. Et en fait, on va marcher un peu dessus. Euh, Pensez aux petits, les tout petits, les bébés, les nouveau-nés, quand on essaie de les mettre un peu par terre, ils marchent sur la pointe des pieds. C'est un vestige en fait de notre de notre ancienne fonction du pied. Et alors à partir du moment où on a commencé à être purement donc bipède, ça a libéré tout le tronc pour la préhension. Donc là, on est devenu une espèce hyper spécialisée dans le fait de venir attraper, de venir utiliser nos mains. L'épaule humaine ne ressemble pas à l'épaule de l'orang-outan, à l'épaule du gorille. Vous verrez jamais un gorille jouer au baseball, c'est impossible parce que nous, notre épaule, elle est particulièrement plastique, elle est particulièrement souple et elle permet de faire une rotation à 360 degrés, ce que vous ne pouvez pas faire avec votre jambe. Je vous mets au défi d'essayer de le faire. Mais parce que en fait, elle est, comment vous dire, l'épaule, hein, vous avez la clavicule qui est là, et puis là, vous avez donc une protubérance qui émane de l'omoplate, qu'on appelle l'acromion. Et en fait, l'humérus est pendu via des ligaments. Donc en fait, notre épaule, elle est quasiment suspendue et c'est pour ça qu'elle est très fragile d'ailleurs. Et petite parenthèse d'ailleurs, l'épaule se construit jusque relativement tardivement. Parce qu'en fait, elle est complètement terminée quand vous avez 18 ans. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les tout petits enfants par les bras. C'est très très c'est très violent en fait hein, comme mouvement et comme l'épaule n'est pas terminée, vous risquez de lui déboîter l'épaule. Mais toujours est-il que le fait d'avoir ce bras qui est un outil qui est extrêmement utile, on va commencer à avoir la technicité de la main qui se développe. Et notamment le geste pince, un pouce index, qu'on peut faire, que les singes ne peuvent pas faire aussi bien que nous. Nous sommes le primate qui a la plus grande imagerie de la main dans le cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, on a chaque doigt qui est indépendant, qui n'est plus spatulé comme les singes, hein. Nos doigts sont longs et fuselés. Et donc, ils peuvent faire des gestes extrêmement complexes. Et c'est ce qui nous permet, bien sûr, d'utiliser des outils, hein, comme tu l'as signalé. Et d'ailleurs, donc ça, ce que je vous dis sur la main, c'est la primatologue Annette Langeou hein, qui le signale, le fait que l'homme ait cette faculté à se servir de ses mains et qui sont reliées donc à cette imagerie, donc euh, à cette imagerie mentale. Euh, quand vous êtes bloqué sur quelque chose, sur un problème, essayez de le dessiner, de faire un croquis. Ça peut débloquer quelque chose au niveau du cerveau. Et l'inverse est vrai également. Et il y a même d'ailleurs un certain plaisir à manger avec ses mains, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc oui, nous avons des mains très complexes et c'est ce qui nous permet de manipuler des outils. Et c'est ce qui nous permet notamment d'être les chasseurs que nous sommes. Alors, concernant le système digestif, là, je pense que euh, vous avez entendu beaucoup de choses.
Vous avez entendu beaucoup de choses sur le sujet. Est-ce qu'on est plus proche du système digestif d'une vache, d'une hyène, d'un lion? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien pouvoir communiquer avec vous sur ce sujet. David, est-ce que tu as un présupposé sur le corps humain? Alors, donc moi, tu parles de mes connaissances personnelles ou tu parles de ce que les gens pourraient penser? Bah, comme tu veux. Bon, alors moi, l'étude du système digestif humain, c'est un truc qui m'a passionné et donc j'ai étudié à fond. Donc je sais comment ça fonctionne et donc je sais notamment que, alors nous on a un estomac déjà, on n'en a pas quatre comme la vache. Donc la vache et les ruminants c'est très particulier puisque ces animaux ils vont faire fermenter l'herbe dans leur ou leurs estomacs et cette fermentation va aboutir à la transformation d'acides gras qui est leur carburant principal. Nous, on a un estomac et quand on regarde cet estomac, eh bien, cet estomac, il a une enzyme principale qui s'appelle la pepsine et qui sert à digérer les protéines. Alors, autant vous dire que les protéines végétales qu'on a aujourd'hui, il y a très peu de temps, ça n'existait pas. Hein, vous vous doutez bien qu'avant l'ère de l'agriculture, on n'avait pas des champs de soja, on n'avait pas des champs de pois chiches, on n'avait pas des champs de lentilles qui nous auraient permis de nous nourrir. Hein. Donc ça a été créé par l'homme il y a à peu près 15 000 ans. Donc cette pepsine, elle sert à digérer les protéines animales, puisqu'il n'y avait que ça à l'époque de toute façon. Et c'est pas pour rien si dans notre tube digestif, enfin dans le début de notre tube digestif, on a un estomac où il y a très majoritairement une enzyme qui sert à digérer les protéines et en petite quantité une autre qui sert à prédigérer les lipides. Il y a un petit peu de lipase dans l'estomac. Après, en ce qui concerne la bouche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ah mais on a une amylase dans la bouche, on a de l'amylase salivaire. Alors le docteur Mouton qui a étudié ça, eh ben, il s'est rendu compte que, enfin, c'est pas lui, hein, ce sont les études qui ont montré, d'après les génotypes. Alors lui, il parle de chiens et de loups. Il y a 58% des humains qui sont plutôt des loups. Pourquoi? C'est quoi la différence? Eh ben, c'est que le chien, qui a été domestiqué par l'homme, il produit une amylase salivaire en petite quantité qui lui permet de prédigérer les glucides complexes, alors que le loup, lui, il n'a pas du tout d'amylase salivaire. Mais quand il dit que 58% des humains sont comme les loups, eh bien, ça veut dire qu'il y a 58% des humains qui n'ont pas ou quasiment pas d'amylase salivaire, donc qui ne sont pas capables de prédigérer les glucides complexes dès la première phase, la phase de mastication. Donc ça déjà, ça nous donne quand même une idée de nous dire que finalement, on n'est peut-être pas si végé que ce que certains pensent. Voilà, donc il faut tenir compte de ça. L'amylase salivaire, et en plus moi j'avais vu une étude qui montrait que il y avait des disparités absolument colossales avec des facteurs x10 entre différents individus en termes de quantité d'amylase salivaire. Il y en a qui en avaient beaucoup et puis il y en a d'autres qui en avaient quasiment pas. Alors ça rejoint l'histoire des génotypes dont parle le docteur Mouton, mais c'est pas parce que vous produisez de la salive que dans votre salive vous allez avoir de l'amylase salivaire qui va vous permettre de prédigérer les glucides complexes. Voilà. Donc ça c'est ma vision des choses. C'est vrai que quand on regarde ça, on se rend compte que a priori, on est quand même plutôt fait pour digérer de la viande, sachant que ce qu'il y a ensuite au niveau de la digestion, alors c'est vrai qu'on a des amylases parce que l'humain est omnivore et qu'il est capable de prédigérer également des glucides complexes. Ok, c'est pas parce que notre corps il est capable de le faire qu'il faut le faire en grande quantité, parce que le problème il est là. Aujourd'hui dans notre sang, on a à peu près 4 à 5 grammes de glucose. Est-ce que c'est une bonne idée, au sein d'un seul repas, d'en apporter 100 grammes? C'est-à-dire, on est à 4 à 5 grammes, c'est notre homéostasie, c'est ce qu'il nous faut pour arriver à couvrir nos besoins, et on a un repas qui nous apporte 20 fois cette quantité-là, ou 40 fois cette quantité-là, et sachant que les recommandations officielles sont de 55% de glucides par jour, donc ça veut dire beaucoup. Alors je ne sais pas combien, 400, 500 grammes par jour de glucides, mais c'est absolument colossal parce que ça représente des quantités qui vont à 80, 100 fois ce qu'on a dans notre sang. Donc c'est pas parce qu'on a des enzymes qui nous permettent de digérer entre autres les glucides que c'est la seule donnée dont il faut tenir compte. Moi c'est pour ça que je tiens compte de la glycémie moyenne, parce que ça nous permet de voir un petit peu de combien on a besoin de sucre et apporter des quantités massives, c'est pas bon. Bon, on le sait que c'est pas bon. Hein.
Et juste pour finir, voilà, moi c'est ma compréhension du système digestif avec ce que j'ai étudié. Après, mon retour des personnes qui me suivent, c'est que il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune connaissance du système digestif. Déjà, quand j'interroge des gens autour de moi, s'ils savent de quel côté est le foie, c'est déjà bien, parce qu'il y a quand même une personne sur deux qui ne sait pas que le foie est à droite. Je pense que les gens, ils ne savent pas comment est l'estomac, ils ne savent pas que l'intestin grêle, il se situe autour du nombril à peu près, ils ne savent pas comment est le gros intestin. Donc le système digestif pour les gens, c'est quand même quelque chose d'assez mystérieux. Et alors, parler de comment fonctionne le système digestif, alors là, c'est même pas la peine, hein. Donc c'est pour ça, les gens, à mon avis, ils y connaissent rien du tout, pour la plupart, hein, évidemment. Il y en a quelques-uns qui s'y intéressent, mais la plupart, ils y connaissent rien. Et c'est bien dommage qu'on n'apprenne pas ça à l'école, mais avec une vision qui intéresserait les enfants, parce qu'on part, évidemment, on étudie ça au collège, mais avec une vision plus globale, qui intéresserait les jeunes, en fait. Et là, on en est à découper l'humain en morceaux. Alors, voilà ce qui se passe dans la bouche. Ensuite, ça descend dans l'estomac. Voilà ce qui se passe. Mais en fait, c'est chiant, en fait. La façon d'enseigner ça, c'est hyper chiant. Et c'est pour ça que je pense que tout ce qui a été appris durant le collège, les gens, ils ont complètement oublié. Et à l'âge adulte, en fait, ils savent plus rien. Et je te rejoins sur quand tu dis les gens ne savent pas où sont leurs organes. Tu as tout à fait raison, et c'est normal parce qu'en fait, ces organes, on n'en a pas conscience parce ils ne sont pas sensibles. On a conscience de notre cœur parce qu'on le sent battre, on a conscience de nos poumons qui se remplissent d'air, mais les autres organes, ils ne se manifestent pas. Et même quand ils sont malades, même quand ils sont souffrants, jusqu'au cerveau, ils ne vont pas nous communiquer de la douleur parce qu'ils sont en souffrance. Donc, c'est très important de les connaître, de savoir comment ils fonctionnent. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que on gagnerait à avoir une vision holistique un petit peu de ça et à comprendre un peu les interactions qui existent entre la balance qui existe entre le rôle des organes, des enzymes, des hormones. C'est quelque chose qui est complètement abstrait pour la plupart des gens, alors que ça domine leur quotidien. Donc quelque chose qui impacte votre vie à ce point-là, ça serait intéressant, en fait, que tout le monde et ne serait-ce que une base commune pour pouvoir ne serait-ce que comprendre ce que votre médecin vous dit quand vous êtes malade, parce que souvent, comme vous êtes dépourvu des connaissances les plus élémentaires, et je fais pas votre procès, hein, les gens, hein, c'est pas votre faute, mais bah, vous êtes dépendant de ce qu'on va vous raconter, et quand votre médecin va vous dire, eh ben, il faut prendre ça, ou il faut prendre ça, ou vous avez ça, vous pouvez que acquiescer et dire, ah, bah oui, sans doute, mais sans pouvoir ne serait-ce que poser des questions, parce que vous êtes un réceptacle dans lequel on déverse de la connaissance, vu que malheureusement, vos connaissances sont chiches et ne résistent pas à l'épreuve de quelques phrases bien senties, bien scientifiques. Alors, c'est vrai, quand tu parlais de l'estomac des vaches, l'estomac des vaches, hein, c'est une espèce d'énorme estomac avec quatre chambres, effectivement. Et après ça aussi, on a juste à la sortie de l'intestin grêle et à l'entrée du côlon, on a ce qu'on appelle le sécom, qui est un genre de sac, qui est un réservoir de bactéries. Et ça va aider en fait à métaboliser les fibres des végétaux. Donc c'est vrai que les vaches sont très bien conçues pour métaboliser un grand nombre de fibres, ce qui n'est pas notre cas. Quand on regarde chez les carnivores, le sécom, soit il est inexistant, en gros, il a disparu, soit il est tout petit. Et nous, on a un sécom qui est tout petit, que vous connaissez bien, parce qu'en fait, c'est ce qui déclenche l'appendicite, hein, quand c'est enflammé. Et d'ailleurs, moi, c'est vrai, quand j'étais petite, alors moi, j'ai jamais eu l'appendicite, hein, mais quand j'étais petite, j'avais entendu parler du fait on enlevait l'appendice parce qu'on disait, bah, au final, ça sert à rien. Donc, du coup, il y a eu une époque où on enlevait de manière assez arbitraire l'appendice en disant, bah,
on ne sait pas à quoi ça sert, on va l'enlever. En fait, on se rend compte que garder un appendice, donc un vestige de sécom, dedans vous avez des bactéries et ça sert bien. Notamment, hein, il y a une certaine personne qui est malade en ce moment. Ben, je ne sais pas s'il a eu l'appendicite ou pas, mais s'il n'a pas eu l'appendicite et qu'il est malade, eh ben, sache que, enfin, tu le sais déjà, mais que le fait d'avoir un petit bout de sécom comme ça peut retapisser, coloniser de bonnes bactéries notre système digestif. Donc, c'est plutôt pas mal d'avoir toujours notre appendice. Et pourquoi je disais ça? Bah, tu parlais du Oui, donc sécom, les sécom des vaches, et puis bah, l'équivalent chez l'humain, qui est pas bien voilà, ouais, gros. c'est ça. Et on se rend compte aussi que les herbivores ont un côlon beaucoup plus long que les carnivores, ce qui indique une plus grande prédisposition à la digestion des fibres. Nous, on n'a pas un côlon si massif que ça. Et aussi par rapport au pH, le pH de l'estomac, Ouais. les herbivores, il est plus alcalin. Il est entre 4 et 7, me semble-t-il. Et les carnivores, c'est entre 1 et 4. Et nous, tu m'arrêteras si je dis des bêtises, mais il me semble qu'on est plutôt sur 3. Alors Donc, normalement, on est censé être un peu plus bas. ouais, L'humain, il est entre un plutôt et 3. entre 2 et 2,5 en moyenne. Après, juste petite chose aussi au sujet de la taille du côlon. Euh, donc l'humain, il a un côlon effectivement plus court. Il va être capable de transformer une petite partie des fibres en triglycérides. Donc il va être capable de fabriquer du gras à partir des fibres. Alors c'est de l'ordre de 1 à 2%, donc c'est extrêmement faible. Par contre, les animaux qui ont un côlon plus long, eux, ça va pas être 1 à 2%, eux, ça va être quelques dizaines de pourcents, et donc ils vont être effectivement capables de retirer de l'énergie des fibres. Nous, c'est infinitésimal, on peut même pas en tenir compte. Donc ça aussi, c'est une énorme différence. La taille du côlon, elle a un rôle important, puisque pour les animaux qui ont un côlon plus long, c'est une partie de leurs besoins énergétiques qui vont être couverts par cette transformation des fibres en graisse, tout simplement. Et alors, après, c'est vrai qu'avoir un apport de fibres n'est pas inintéressant. Moi, je suis pas, moi, je suis cétogène, mais je consomme quand même certains légumes parce que je vise à nourrir mon microbiote. Parce qu'en fait, quand vous consommez des fibres, ça va se transformer en acides gras, ça va nourrir votre population euh, microbienne. Mais après, on est d'accord que du point de vue nutritionnel, c'est pas là qu'on va tirer le maximum d'intérêt. Alors, pourquoi, pourquoi est-ce que Homo sapiens s'est mis à consommer à ce point-là des végétaux, des céréales? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, entre 10 000 et 50 000 ans, il s'est produit ce qu'on appelle la transition néolithique. Hein, vous avez euh, la préhistoire, pour vous la faire courte, hein, vous avez deux grandes parties. Vous avez le paléolithique et le néolithique. Et entre les deux, il y a le mésolithique, mais bon, on ne va pas non plus complexifier à ce point-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que durant la transition néolithique, en fait, il y a 18 000 ans, on sort du maximum glaciaire. Donc là, euh, c'est Evelyn Ayer qui nous dit, jusqu'alors, toute l'Eurasie était recouverte d'une couche de glace qui descendait jusqu'au niveau de Londres. Donc, imaginez un petit peu le délire. Donc en fait, le sud-ouest de la France et le nord d'Italie étaient plus cléments, mais à cause du réchauffement climatique, on va avoir la disparition de grosses proies, notamment le mammouth. Le mammouth disparaît. Le mammouth disparaît, on va commencer à s'intéresser à des proies de taille inférieure, des cervidés, des bisons. Alors on a encore un peu de rennes, mais vraiment dans le Grand Nord. Donc la plupart des Homo sapiens se retrouvent confrontés à une nouvelle réalité et ils vont s'adapter. Et dans le sud de l'Anatolie, il y a environ 10 000 ans, donc c'est en Turquie pour vous situer, on va commencer la domestication des animaux et des plantes. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, bien évidemment, et ce qu'il faut voir, c'est que vont coexister plusieurs systèmes, des populations où on avait plutôt encore des chasseurs-cueilleurs et des populations d'agriculteurs. Les deux vont coexister. On a certains agriculteurs qui vont revenir à un système plutôt chasseur et des chasseurs qui vont devenir agriculteurs. Et
le modèle de l'agriculteur va supplanter le chasseur, mais ça se fait sur vraiment une période relativement longue. Et c'est là qu'on va commencer notamment à avoir une consommation de lait. Alors le lait, on commence à le consommer, on le sait, à peu près 6500 ans avant notre ère. Alors comment est-ce que je peux vous affirmer ça? C'est parce qu'on a trouvé des traces de lait sous forme de résidus lipidiques sur des poteries près de la mer de Marmara en Anatolie. Et donc, en fait, ces poteries ça servaient à faire de la faisselle. Donc, les hommes, les premiers hommes qui consomment du lait, le consomment certes, mais sous forme de fromage. Donc, c'est pas non plus, voilà, c'est pas, on voit pas des cruches de lait, on n'est pas dans ce délire-là. Surtout que ce qui est intéressant aussi, c'est que en tant que mammifère, euh, l'homme n'est pas supposé digérer le lait passé le stade de l'enfance. Pourquoi? Parce qu'on a une enzyme qui est appelée la lactase, qui permet de casser le lactose du lait et de le transformer en glucose et en galactose, c'est-à-dire en sucre. Mais en fait, cette enzyme, elle devient inopérante à l'âge adulte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, il y a eu un grand débat pendant plusieurs décennies, à savoir que beaucoup de personnes pensaient que c'est à force de consommer du lait qu'on était devenu lactotolérant. Et d'autres disaient non, en fait, il y avait déjà des gens qui étaient lactotolérants, c'est eux qui ont eu plus de descendants. Et c'est ça, en fait, c'est la deuxième hypothèse qui est vraie. Parce qu'en fait, au moment où je vous dis ça, hein, on a découvert que dans certaines populations, il y a un gène mutant qui est appelé la lactase persistante. Et en fait, les personnes qui sont porteuses de ce gène tolèrent beaucoup mieux la digestion du lait. Et donc, effectivement, elles ont eu plus de descendants et elles ont essaimé massivement. Alors, après, cette distribution du gène de la lactase persistante n'est pas identique dans toutes les populations humaines. J'entends par là que, il y a des populations qui sont à 80% dotées de la lactase persistante, notamment en Europe du Nord chez les Finlandais, les Irlandais, aussi en Europe centrale dans certains peuples d'Afrique comme les Touaregs, les Tutsis et les Bédouins. Mais par contre, en Chine, ils sont très peu. En Chine, ils doivent être quelque chose comme 5%. Donc vous voyez, 80%, 5%. Et alors les autres, ils font comment pour consommer du lait? Bah, c'est grâce notamment à leur flore microbienne. C'est ça qui va les aider à consommer du lait. Et donc, on consomme du lait, on consomme des produits laitiers et on consomme massivement des céréales. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que au moment où on a commencé à consommer des céréales, à consommer du lait, tout ça, enfin juste avant, on va dire, juste avant de commencer à consommer ça, l'homme était plus grand. Il faisait en moyenne 1,70 m, 1,80 m. On a trouvé même 1,82 m. Donc c'était des colosses, hein, des grands, et qui avaient un cerveau aussi plus grand. Donc, alors, la masse du cerveau, tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, mais c'est entre 10 et 13% plus important. Et ça va commencer à diminuer avec la consommation de céréales. On va dire qu'à partir du moment où on consomme des céréales, on commence à avoir des soucis de santé qui sont très importants. Et alors ça, c'est fou parce que je sais plus dans lequel c'est de mes bouquins sur le... Ah, ça doit être dans celui-là. Je vous le recommande, les amis, hein. L'ADN fossile de Ludovic Orlando. De là à conclure que les révolutions néolithiques et industrielles ont entraîné des changements profonds de notre microflore, il n'y a qu'un pas qu'Alan n'hésite à pas franchir. L'augmentation dans notre alimentation, tout d'abord de la part des glucides en général, et ensuite du sucre qui avait suivi ces deux révolutions, s'était accompagné d'un décalage de nos communautés microbiennes orales vers un état favorable à l'apparition des maladies. Donc en fait, ce que j'aime bien dans ce bouquin-là, c'est il étudie le tartre des fossiles. Et dans ce tartre, on va retrouver des pathogènes qui indiquent que nos ancêtres avaient des caries, souffraient de caries de manière assez généralisée. Certains n'avaient même plus de dents, ils avaient juste la pulpe, donc ça devait être hyper douloureux. D'ailleurs, vous le savez, on commence à écrire en Mésopotamie à peu près 3000 ans avant notre ère. Et en fait, on a des textes qui nous parlent de
de petites recettes pour essayer de soulager les douleurs dentaires. Donc ça devait vraiment être un sacré problème. Et il n'y avait pas que ça. Évidemment, on commence à avoir de l'arthrose, à avoir de l'arthrite, à avoir des cancers. Ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, quand on étudie les momies, on voit que ils étaient pas. On a souvent ce mythe un petit peu, tu sais, de l'âge d'or, genre ah oui, bah, durant l'Antiquité, il devait être en bonne santé, mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'en 1970, Peter Gray a étudié 133 momies qui venaient de différents musées, anglais, etc. Et en fait, donc déjà, un tiers avait souffert de la faim. Ils avaient des stries sur leur squelette qui montraient des arrêts de croissance ou des signes de maladies importantes. Pourtant, c'était des momies qui appartenaient à l'élite égyptienne. C'était pas le grouillot de base, tu vois. C'était vraiment des Hmm. types qui étaient supposés avoir une très bonne alimentation déjà. Et on montre via leur squelette qu'ils avaient des carences. On montre aussi qu'ils étaient soumis à des maladies infectieuses, qu'ils ont souffert parfois de, de variole, de tuberculose, ce genre de choses. Ils étaient infestés, les pauvres, de vers. Alors ça, mais je n'imagine même pas, franchement. Notamment bilharziose. Bilharziose, c'est un ver alors qui colonisait donc jusqu'à 75% des momies qu'on a découvert à ce moment-là. Et en fait, ça, J'espère que vous n'êtes pas en train de manger, les amis, parce qu'en fait, la femelle de ce ver, elle pond. Elle pond dans les muqueuses des centaines d'œufs tous les jours. Donc, les types, ils étaient, mais. Et même jusqu'au pharaon, jusqu'au pharaon et jusqu'au reine d'Égypte. Là, on n'est pas non plus, ils n'étaient pas exempts de maladie, puisque la reine Hatshepsut était obèse et souffrait de diabète. Elle souffrait de diabète, elle est morte d'un cancer du foie à 50 ans. Amenhotep III, il était obèse. La reine Amosée Méritamon, elle souffrait de problèmes, elle avait les artères coronaires bouchées. Ils avaient la malaria, ils avaient la vérole. Donc, faut se défaire de ce mythe de notre ancêtre dans l'Antiquité qui était exempt de tout, au contraire. Et on a aussi une momie qui a été trouvée en 1991. Elle est super, cette momie-là. Son surnom, c'est Audi. Alors, si ça vous dit rien, Audi, donc on l'a découvert dans les Alpes. Donc, elle était dans un état de conservation extraordinaire parce qu'elle était dans une gangue de glace. Et en fait, le type en question, on avait encore de la peau, on avait encore ses vêtements, on avait tout. Et on a pu, je ne sais pas si c'est la première fois, mais c'est une des premières fois, analyser le contenu de son estomac. Alors déjà, on sait que Audi, il a vécu, il est vieux de 5300 ans. Et en fait, dans son estomac, on a découvert, alors déjà, oui, il consommait des céréales, mais surtout, on a découvert du bouquetin, on a découvert aussi pas mal de viande. Et il était perclus d'arthrose. Il avait vraiment une usure très prononcée à ce niveau-là. Et il avait des tatouages pour un peu venir un peu conjurer ces problèmes d'arthrose. Donc, c'était des maladies qui étaient au cœur des civilisations de la préhistoire et de l'Antiquité. Mais c'est quelque chose que peu de gens savent. Mais oui, à partir du moment où on a les céréales, on commence à être malade. Et alors que, en plus, il faut aussi préciser une chose, c'est que les céréales qu'on mangeait alors ne sont pas les céréales qu'on mange aujourd'hui. Et alors ça, il faut lire le docteur William Davis, Pourquoi le blé nuit à votre santé, parce qu'il explique dedans, mais quelque chose de complètement, mais c'est un truc de cinglé. Il faut imaginer que les céréales qu'on consommait, alors les céréales qu'on consommait pendant très longtemps, on s'est baladé avec les mêmes céréales. On a commencé à consommer du blé, c'était pas le blé que vous avez aujourd'hui. C'était un blé qu'on appelait l'engrain. Donc l'engrain, ou petit épeautre, 14 chromosomes. Structure très simple. Là, c'est le blé que connaissait Odzi. D'accord, pour vous situer, pour vous voyez à peu près, c'est le blé qu'on consomme à cette époque-là. Donc, ensuite, on va avoir l'amidonnier.
donc l'amidonier, qui est un croisement donc avec l'engrain. L'amidonier, donc c'est l'engrain et l'égilope. Donc l'égilope qui est une autre plante, ça donne l'amidonier. Donc là, 28 chromosomes. Donc on est encore sur quelque chose de très simple. Et là, ça va être jusqu'à la naissance de l'Empire romain. D'accord? Donc, d'ailleurs, les Sumériens consommaient de l'amidonier. Et ce qui est amusant, c'est que sur leur tablette, on retrouve aussi des recettes pour des recettes de pain et tout ça. Boulanger, c'est un des métiers les plus anciens qui soit, hein. Durant l'Antiquité, on avait déjà, bien sûr, des boulangers qui s'occupaient pour certains. Et en fait, c'était assez segmenté. Il n'y avait pas un type qui faisait tout. Il y en a un qui allait faire le levain, l'autre qui allait s'occuper de la panification, etc. Et donc, après, vous avez le blé, on va dire moderne, donc le blé qu'on connaissait il y a encore 200 ans, n'est-ce pas, qui s'appelle Triticum aestivum. J'espère que je le prononce bien, n'est-ce pas? Et là, on a eu trois plantes. Enfin, il y avait c'était issu de trois plantes, donc l'amidonier qu'on a vu avant, l'engrain. Donc c'est le résultat de trois plantes. Et vous allez avoir cinq sous-espèces, on va dire, de ce blé-là. Cinq sous-espèces. Est-ce que vous savez combien il y en a aujourd'hui? Il y en a tellement, il y en a des dizaines, il y en a des milliers. Il y en a tellement qu'on ne peut plus, on peut même plus les classifier de manière intelligente. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on a fait des mutants. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a, on va dire, 50 ans, on a commencé à faire des hybrides qu'on a recroisés entre eux et c'est devenu de plus en plus facile. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a commencé à créer des mutants, des blés mutants, dans le but de résister plus aux sécheresses, de résister plus aux attaques fongiques, de résister aux insectes divers et variés, ce blé-là, on n'a pas testé son pouvoir de nuisance. Donc, à aucun moment, il y a eu une agence où il y a eu une entité qui s'est dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de tester son innocuité sur des animaux, sur des humains. Parce qu'ils se sont dit, finalement, on a toujours fait ça. Vous croisez une tomate avec une tomate, ça vous fait une tomate. D'accord. Vous croisez du blé avec du blé, bah, ça vous fait du blé. On est parti de ce principe-là sans se dire qu'on était en train de transformer de manière drastique le, comment dirais-je, euh, ce qu'était véritablement ce blé. D'ailleurs, on appelle ça du blé, on devrait même plus dire du blé. C'est le blé à l'origine, vous avez le blé, ça fait à peu près 1 mètre 30. Là, on est sur des nains, hein. C'est du blé nain qui fait 30 centimètres, je crois 30 à 60 centimètres, hein. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus rigide et qui est hyper glycémiant. Et donc, le blé actuel, est beaucoup plus problématique et déclenche beaucoup plus de problèmes au quotidien, allant même jusqu'à causer des problèmes mentaux. Et oui, parce qu'en fait, le blé actuel a une affinité avec certains opiacés. Et on voit que d'ailleurs, des personnes qui souffrent de problèmes, ça peut aller jusqu'à. C'est pas simplement des maux de tête, hein, je vous parle même de la schizophrénie. Quand ils se passent de pain, de blé, de pâtes ou de ce que vous voulez, vont avoir des crises qui diminuent en intensité. Parce qu'en fait, ce blé-là va venir perturber jusqu'au système nerveux central. Alors juste sur le blé, on pourrait en dire tellement de choses, en tout cas le blé moderne, parce qu'aujourd'hui on connaît que ça. C'est vrai que il y a un côté hyper addictif avec le blé qui est absolument colossal. Il y a des gens, tu leur dis va falloir arrêter le pain, mais ils ont l'impression que tu leur demandes de leur se couper la main ou ils te disent c'est impossible, je ne peux pas arrêter le pain. Et François, par exemple, lui, tout ce qui contient des céréales, c'est hyper addictif. Alors, il y a effectivement les composés morphiniques qui apparaissent au cours de la digestion, qui vont... Alors, ça, on sait pas. Moi, j'ai déjà dit dans mes vidéos, mais les chercheurs aujourd'hui ne savent pas pourquoi certaines personnes sont plus sensibles à ces composés morphiniques que d'autres. Il y en a qui vont être littéralement accros, et puis d'autres sans plus.
Mais en tout cas, il y a des personnes qui ne peuvent pas manger des pâtes ou du pain. Tu peux pas leur dire, toi, tu vas manger une demi-tranche de pain, par exemple. C'est impossible. Les personnes en question elles vont voir le pain, là, sur la table, et elles vont avoir envie que d'une chose, c'est de le manger en entier, ou de se remplir l'estomac. Donc, effectivement, il y a ce côté hyper addictif. Et puis après, il y a le côté qui pose des problèmes de santé. Alors, c'est vrai que, bon, si on résume, anciennement, on s'est rendu compte, grâce à l'anthropologie, qu'il y avait déjà des problèmes liés à cause des céréales et ou à cause des produits laitiers, des problèmes de santé les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui. C'est vrai qu'avec les momies qui faisaient partie du haut du panier au niveau de l'échelle sociale chez les Égyptiens, eh ben, on se rendait compte ils étaient gavés de problèmes de santé. Et probablement que les esclaves qui mangeaient pas grand-chose, alors ils crevaient de faim, ils crevaient de maladie, mais ils avaient probablement pas une partie de ces problèmes de santé qu'ils avaient parce qu'ils n'avaient pas autant de céréales à manger. Alors je sais pas ce qu'ils mangeaient les esclaves, très sincèrement, je vais pas aller dans cette discussion-là, je sais pas ce qu'ils mangeaient, mais voilà, en tout cas, on s'est rendu compte que grâce aux momies, il y avait des problèmes. Et donc, comme tu l'as dit, ils mangeaient du blé originel. Alors nous, aujourd'hui, entre le blé qui a été transformé, entre les produits qui ont été ultra transformés pour les rendre encore plus addictifs, parce qu'on part d'un produit qui est déjà hyper addictif, et puis on va le rendre encore plus addictif grâce à des procédés industriels. Les gens, c'est impossible, quoi. C'est impossible qu'ils s'en sortent. Et moi, je me rends compte aujourd'hui, le régime cétogène que je fais depuis pas très longtemps, ça fait quelques mois, eh bien, je me rends compte que là, il y a eu une période, notamment à cause des fêtes, une période où on s'est un peu laissé aller, donc toujours dans le régime cétogène, mais on a rajouté des aliments gris. On a rajouté des produits laitiers de façon régulière. On a voulu tester les desserts cétogènes. Alors, toi, je sais que tu en fais, mais on a voulu tester ça avec notamment de la poudre d'amande et de l'érythritol. Donc là, ça allait pas du tout, ça c'est clair. François, il est hyper sensible à ça. Donc lui, il est capable de se générer une inflammation avec une prise d'eau qui se mesure sur la balance, 3 à 4 kilos en 24 à 48 heures. Donc, énorme prise d'eau. Après, il va lui falloir à peu près une semaine pour perdre tout ça. Donc déjà, il y a une inflammation. Et moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais réintégré les fromages, genre des bons fromages au lait cru, affinés, majoritairement chèvre, majoritairement brebis, donc caséine A2. Donc je suis censé être dans les clous, en fait, de ce qui est censé être le mieux. Mais par contre, ça amène un côté addictif qui fait que si j'en mange pendant quelques jours, si j'en mange pendant une semaine, tous les jours, je vais avoir envie d'en manger. À la fin du repas, tous les jours, je vais avoir envie d'en manger. Et je m'en suis rendu compte là, il y a quelques jours. Après un arrêt de, je sais pas, 1 ou 2 semaines, je me suis dit, bah ça y est, là j'en ai vraiment plus envie. Et ça m'a fait la même chose avec le café, ça m'a fait la même chose avec le chocolat noir, même si c'est du chocolat noir à 98%, à tout ce que tu veux, si j'en mange régulièrement, les jours suivants, j'en ai envie en fait. J'en ai envie au point que, au moment où je sais que je peux avoir ça, j'anticipe et je me dis quelques heures avant, je vais pouvoir avoir mon chocolat, tu vois. Alors que quand je laisse passer ça, au bout de 1 ou 2 semaines, eh ben, l'envie elle disparaît. Et donc il y a un vrai côté addictif avec tous les aliments. Alors il y a tout ce qui a un goût sucré, même si on utilise des édulcorants, les produits laitiers, alors le blé on n'en mange pas, mais ça ferait pareil. Le café aussi, je me suis rendu compte, le café, putain, mais je pensais, parce que je prenais un café à un certain moment, et il me tardait 2 heures avant de prendre mon café. Je me dis, mais c'est pas possible quand même. Enfin voilà. Donc il y a un vrai problème avec ces aliments et le régime cétogène, il nous permet de nous désaccoutumer de ça. Alors le régime cétogène, s'il est bien fait, parce qu'évidemment, il y a des gens qui peuvent manger un dessert cétogène tous les jours, et il y a des gens qui peuvent manger des fromages tous les jours. Peut-être qu'il y en a qui n'auront pas ou peu de problèmes, mais en tout cas, il y en a qui auront des problèmes, et s'ils en mangent tous les jours, c'est clair qu'ils vont entretenir leurs problèmes. Et moi, j'ai même vu un début d'arthrose, alors que je n'avais pas eu depuis quelques années, un début d'arthrose revenir à la suite de cette consommation de produits laitiers, de farine d'amande, tout un tas de produits qui sont inflammatoires, en tout cas pour moi.
Et ben, j'ai vu un début d'arthrose revenir. Alors là, c'était pas comme avant où j'avais, enfin plutôt d'arthrite, pas d'arthrose, d'arthrite, où j'en avais eu sur plusieurs doigts, et puis là, c'était vraiment enflammé et tout. Là, c'était léger, mais je m'en rends compte parce que quand j'appuie sur l'articulation, ça me fait mal dans ce cas-là. Alors que normalement, quand tu appuies sur l'articulation de tes doigts, ça te fait rien. Enfin, à moins que tu appuies comme un taré, mais ça te fait rien, tu vois. Et là, quand tu appuies, ah, petite douleur sur l'articulation. Et je me suis dit, bon, allez, t'arrêtes tes conneries. On dit gentiment au revoir aux produits laitiers. Ils reviendront rejoindre mon assiette ponctuellement. Mais là, il faut arrêter, quoi. Là, on en a mangé pendant, je sais pas combien de semaines d'affilée. Alors, pas tous les jours, mais quasiment. Et puis, bah, les desserts cétogènes que j'ai voulu tester, qui se sont rajoutés à ça. Et donc, ça a pas été concluant. Voilà. Mais est-ce que tu as consommé des yaourts de coco à base de Non, coco? non. Parce que ça peut être pas mal aussi des fois. Mais Alors là, encore une fois, la noix de coco, c'est par exemple François, lui il est sensible à plein de choses, hein. Mais lui il a testé la noix de coco et là c'est pareil, ça lui va pas du tout. ah, Ça lui fait une inflammation. Donc le manna de coco, on a testé, ça lui fait une inflammation. Quand il en mange comme ça pendant plusieurs jours, ça lui fait une inflammation et en plus il y a le problème de ce goût quand même légèrement sucré de cette pulpe de coco qui va entretenir cette appétence vers le sucre. Et je me rends compte que c'est pas sain dans tous les cas. En tout cas pour nous deux, c'est pas sain parce que François plus que moi, mais on n'arrive pas à se contrôler. Ce serait bien de manger une certaine quantité, la même, tous les jours, et d'avoir le même plaisir et de ne pas avoir besoin d'augmenter les quantités jour après jour, semaine après semaine. Et tu vois, et après on arrive à un stade, au bout de X semaines, où on est obligé de lutter pour pas finir le pot, pour pas se manger X carrés de chocolat, pour pas manger une certaine quantité de fromage, on est obligé de lutter. Et cette lutte, elle nous demande de l'énergie. Quand on n'arrive pas, quand on n'est pas assez fort, eh ben on se sent coupable. Et en fait, ça amène des stress au quotidien qui sont difficilement gérables. En tout cas sur le long terme, tu vois. Donc il y a des gens qui y arrivent. Par exemple, ma mère, elle est capable de manger tout de façon modérée, tu vois. Aucun problème pour elle. Et du coup, elle a tendance à ne pas comprendre les gens qui ne sont pas capables de se modérer dans leur choix alimentaire. Mais je dis, mais maman, t'es pas toute seule au monde. Il y a des gens qui sont différents, il y a des gens qui ont des addictions, il y a des gens qui sont pas capables de manger de façon mesurée comme toi. Et ça, c'est un c'est gros vrai problème que pour beaucoup de gens. c'est vrai que tu soulèves une problématique qui, je pense, intéresse beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un profil addictif et d'autres moins, d'autres pas du tout. Et c'est en ça qu'il faut faire confiance à la force de l'habitude. Parce qu'une habitude, elle se crée à peu près, on dit en général, ça varie, on dit 3 semaines, un mois, en gros, quoi. Donc, le fait d'être sur une alimentation qui va être bonne pour vous, dans le sens où elle vous apporte des bons nutriments et elle vous aide à maintenir votre métabolisme, si toute l'année vous êtes dans une alimentation qui est saine, entre guillemets, ça sera plus facile d'y revenir que si vous faites des allers-retours constants vers quelque chose qui est moins pérenne. Après, on va pas se le cacher, c'est vrai que on vit pas au fond d'une grotte, donc quand on a des événements comme là on a eu, bon bah à la fin de l'année, des repas en famille ou des choses comme ça, on va être tenté parfois, alors même qu'on n'en a pas besoin ou pas forcément envie plus que ça, de consommer certains produits. Moi, par exemple, bah, toi tu dis donc bah, le pain ou des choses comme ça. Moi, ça a été le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, j'adore ça. C'est hyper addictif. Alors certains vont dire, bah, il n'y a pas de problème, c'est pas très sucré. Non, mais attends, il n'y a pas que le sucre hein, comme problème. Vous avez parce que ça amène d'ailleurs à un sujet intéressant, mais on va pas trop développer non plus, mais qu'il y a des personnes qui pensent se faire du bien en étant en alimentation cétogène, et en fait, ils vont pratiquer un cétogène inflammatoire. Alors, qu'est-ce que c'est un cétogène inflammatoire? C'est une alimentation où vous allez réduire les glucides, où vous allez augmenter les lipides, mais où vous allez consommer tout un pôle d'aliments qui soit entretiennent votre goût du sucre, comme tu l'as très bien dit, soit vous génèrent une inflammation parce que vous allez consommer, par exemple, un trop-plein de lectine. Dans les végétaux, les végétaux n'ont pas vocation à se faire manger par vous, sachez-le. Ils se défendent et ils ont tout un tas d'armes en fait à leur disposition pour venir nous enquiquiner. Donc, par exemple, c'est d'ailleurs pour ça.
dans la nature que les fruits, les légumes changent de couleur, c'est selon leur proportion en lectine. Alors la lectine, c'est une protéine qui a pour but au départ de paralyser l'insecte qui vient bouffer le fruit. Et en fait, nous, quand on consomme un trop plein de lectine, ça va parfois aller jusqu'à générer de la porosité intestinale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cellules de la paroi intestinale, elles, bah, elles s'écartent légèrement et vous avez tout un passage donc d'éléments qui ne sont pas désirables dans le sang et c'est ça qui va créer, qui va générer une inflammation, alors avec toute une tempête de cytokines. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez compris, mais c'est aussi pour ça que les fruits, les légumes envoient un signal par leur couleur. C'est D'ailleurs, quand on fait partie des animaux capables de manger des fruits et des légumes, c'est pour ça qu'on voit beaucoup, qu'on voit très bien les couleurs généralement. Ça, c'est parce que on est en capacité de les consommer. Mais le problème qu'on a actuellement aussi, c'est que les fruits, les légumes, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, on n'a pas vocation à en manger toute l'année quand on en consomme. Et maintenant, sur nos étals, on a des fruits et des légumes qui sont là tout le temps. Alors parce qu'ils sont que l'hiver, hop, on va les gazer pour qu'ils changent de couleur et hop, on vous les vend. En fait, ils sont chargés de lectine, donc ces protéines qui sont inflammatoires. Et donc, si vous consommez peu de légumes, mais que vous ne consommez pas des légumes de saison, si vous consommez de la poudre d'amande, par exemple, ou de la farine d'amande, qui est chargée, qui est très chargée en lectine, même si elle est faible en sucre, c'est pas le problème. Le problème, c'est les lectines vous risquez d'avoir des sensations désagréables. Alors, ça peut aller effectivement d'une prise de poids soudaine qui est juste de l'eau parce que c'est de l'inflammation, à des douleurs. Moi, quand j'ai mangé du beurre de cacahuète après Noël, où j'en mangeais tous les jours, et ben, je sentais que j'avais mal. J'avais mal dans les doigts. Et alors, moi, voilà, j'ai besoin de mes mains, donc j'ai arrêté de manger du beurre de cacahuète. Et vous avez l'impression, quand vous avez un terrain addictif comme ça, que vous pourrez jamais vous passer de ces aliments-là. Le pain, et le pain, moi, j'en mangeais énormément. Et je suis voilà, bonne française avec sa baguette, donc je pouvais manger une baguette, presque une baguette par jour, hein, ça ne me dérangeait pas. Me dire qu'un jour, je pourrais ne plus en manger du tout et que ça ne me manquerait pas, c'était impensable pour moi. Mais en fait, c'est ça le principe d'une addiction, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans. Et quand on s'est déshabitué, eh ben, en fait, ça va très bien. Et on peut passer des journées entières sans. Au début, quand on fait keto, on se dit, mince, mais si j'ai pas de pain, sur quoi je vais mettre mon morceau de beurre ou on cherche un succédané de pain. Donc on va aller vers des simili-pains. Alors, je vous avoue que même si j'en fais encore du pain keto, c'est très rare. Au final, je m'en passe facilement. Le dessert que j'aime bien moi, en keto, j'aime bien me faire une gaufre. Donc en fait, simplement, je mets 50 grammes de purée de macadamia, qui est d'ailleurs la seule noix que vous pouvez consommer de manière anti-inflammatoire. Et parce que vraiment, les lectines, là, il y en a pas ou peu, très peu. Et donc 50 grammes de purée de macadamia et un œuf, vous mélangez, vous passez ça au gaufrier et vous avez une gaufre qui est extraordinaire, qui est très bonne et, et qui peut voilà, venir vous calmer si vous avez envie d'un petit dessert. Je vais faire tester ça à François parce que c'est un petit peu ma souris de laboratoire, tu sais, pour vérifier un petit peu le côté inflammatoire de la noix de macadamia. Je vais tester ta recette parce que les œufs, ça lui pose pas de problème. On a des poules et des œufs, on en mange beaucoup. En revanche, dès qu'il rajoute certains aliments, il réagit très vite. Donc je lui ferai ça. Après, ce qui est pas mal aussi quand on est en cétogène, c'est de se dire, essayons de passer vers le salé. Donc on peut faire des gaufres sucrées évidemment, mais on peut faire des gaufres salées. Donc ça évite d'utiliser un édulcorant ou ça évite de replonger dans le sucre parce que je sais que François, tu vois, le sucre c'est un truc qui est hyper addictif pour lui. Et donc c'est pas une solution, mais voilà, on se fait du salé avec, je sais pas moi, de la purée d'olive ou avec du beurre, tu vois, ou enfin je sais Mais pas ce qu'on pourrait as tout faire. à fait raison. D'ailleurs, moi, ce que j'aime bien faire, c'est du pain perdu salé. C'est super bon. Tu prends ton pain que tu as fait, ton pain keto, hop, tu le fais tremper dans. Moi, je le fais tremper dans de. Ah ouais, mais du coup, lui, ça lui ira pas s'il aime pas la coco, mais je le fais dans du lait de coco avec un œuf, et puis avec un œuf battu, et hop, après, je balance ça à la poêle et je mange ça avec du lait. C'est Ouais, super bon. ouais. Ah, ou avec du foie gras.
Pourquoi pas? Moi, je consomme pas de foie gras, mais oui. Non, mais du pâté, non, mais c'est vrai qu'on a plein de choses parce que maintenant que nos amis savent qu'on est en cétogène, on leur a dit alcool et sucre, vous nous oubliez. Parce que généralement, ils viennent soit avec une bouteille de vin, soit avec des choses sucrées. Et par contre, la charcuterie, vous pouvez y aller. Ou alors un bon fromage, éventuellement, vous pouvez y aller. Mais oui, effectivement, la charcuterie, il y a de quoi faire. Et pour moi, c'est en tout cas une bonne alternative. Une bonne charcuterie qui est faite dans les règles de l'art, eh ben ouais, c'est un vrai bon truc. Bien sûr. Puis là encore, tu parles de charcuterie. Les amis, la charcuterie, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui nous accompagne depuis très longtemps. Dès qu'on a commencé à consommer des produits carnés, on a commencé à se demander comment est-ce qu'on pouvait faire pour les conserver. Et donc très vite sont arrivés les saumurages, la conservation au sel, la conservation fumée. Donc, bien sûr que la charcuterie, ça date de l'Antiquité et que c'est quelque chose qu'on peut consommer. Et pour en revenir, donc, pour boucler la boucle, euh, si vous voulez être moins enflammé, je vous invite à aller vers une alimentation qui se rapproche de l'alimentation qui nous faisait le moins de mal, c'est-à-dire l'alimentation ancestrale. C'est un peu ce qu'on fait, nous, avec notre paléo cétogène, c'est-à-dire que on consomme mais en priorité des produits bruts, des produits non transformés. On essaie de cuisiner un maximum chez soi, de consommer comme on l'a dit, hein, des fruits de saison quand on veut en consommer, des légumes de saison quand on veut en consommer, ce qui n'est pas obligatoire pour être en bonne santé, bien évidemment. Et si vous en tenez à ce principe-là, je vous dis pas d'être en cétogène, hein, vous pouvez aussi juste modérer votre alimentation en sucre, vous en verrez déjà les bienfaits, mais vous verrez que vous vous en porterez que mieux. Moi, bah, j'ai perdu du poids, c'était le but. Par contre, mon ami, lui, il est en carnivore strict parce qu'il avait des problèmes gastro-entérologiques. Il avait vraiment des problèmes qui étaient très impactants, qui faisaient que presque il était sur le point d'avoir du mal à travailler tellement il était impacté par ces problèmes. Il a guéri de ses problèmes gastro-intestinaux en l'espace de 4 mois avec le paléocétogène carnivore. Donc, c'est pas des choses qu'on vous dit genre sur une intuition. Il y a vraiment des choses que vous pouvez mesurer au quotidien. Je vous invite ne serait-ce qu'à tester. Par contre, ne testez pas une semaine. Testez plutôt 2 mois. Parce que faites-vous confiance sur ce process hein, et vous verrez que vous serez peut-être surpris. Et peut-être que vous aurez envie de continuer. Moi, au départ, je voulais faire qu'un mois. Hein. Ça fait combien de temps, toi? J'ai commencé le keto fin 2021. D'accord. Bon, Ouais, ça fait ouais, 2022, 2023, donc ouais, ça fait un ouais, peu plus de ouais. 2 ans. Ouais. Je voulais juste partager une petite anecdote, j'ai testé une journée carnivore en sachant que moi je mange beaucoup de légumes au quotidien, que je vis dans le sud-ouest et dans notre jardin on a plein d'arbres fruitiers, donc c'est vrai que tous les ans j'ai tendance à manger beaucoup de fruits, donc de saison évidemment, j'en mange pas en hiver. Et donc cette journée carnivore, j'ai voulu la faire parce que j'en avais marre à la suite des fêtes et tout, mes petites arthrites au niveau du pouce et tout. Je me suis dit, bon, allez, on arrête les conneries, on va tester le régime le plus hypo-inflammatoire qui existe, c'est le régime carnivore. Et en fait, la première barrière, elle a été dans ma tête. En fait, j'appréhendais cette journée en me disant merde, putain, j'aurais pas de légumes. Alors désolé pour tous les gros mots. J'aurais pas de légumes, ma petite salade en entrée, mes légumes cuits qui accompagnent ma protéine animale, j'aurais pas mes légumes. Et ça a été un truc juste psychologique parce qu'en fait, ça s'est très bien fait, mais j'appréhendais ça et quand je l'ai fait le premier repas, j'étais pas à l'aise. Et du coup, maintenant, ce que je teste là, c'est que je me fais le midi mon repas classique, entrée, donc crudité, légumes cuits, et puis ma protéine animale et mon gras. Et le soir, j'essaie de me faire un repas carnivore. Voilà, je teste. Mais la difficulté que j'ai, c'est que quand même, le légume, c'est quand même une éponge à gras qui est quand même vachement sympa. Et que je trouve que c'est vraiment plus difficile d'arriver à manger suffisamment de gras
sans légumes. En fait, moi, c'est ce qui me gêne, tu vois. Pour l'instant, c'est ça. Mais je commence à peine. Rien à voir avec ton compagnon qui a fait ça pendant 4 mois et pour qui, bah forcément, enfin, qui continue, mais qui a vu des résultats au bout de 4 mois. Moi, je commence à peine. Mais voilà, je partage quand même mon début d'expérience en disant que problème de blocage au niveau de la tête, du mental, qui dit bah, tu vas jamais y arriver, c'est pas possible. Et puis après, voilà, comme j'aime bien les légumes et c'est vrai que le gras, je trouve que c'est quand même moins savoureux, personnellement, de manger du gras sans les légumes qui permettent de l'enrober, de faire du volume. Parce qu'il y a aussi un problème que certains peuvent rencontrer, c'est la satiété par le volume. Parce qu'on s'est quand même rendu compte que la satiété, il y a différents paramètres. Et un des paramètres, c'est le volume, c'est l'estomac qui se distend. Et pour les personnes qui sont sensibles à ça, à cette sensation de satiété parce qu'on est bien rempli, et ben quand ils passent à carnivore, ils peuvent avoir des difficultés. Alors peut-être que c'est qu'au début, hein. Après j'imagine que le corps il s'adapte et puis l'estomac il va se rétrécir et tout. Mais en tout cas, il y en a, ouais, ils peuvent avoir un peu plus de difficultés que d'autres parce qu'ils ont besoin de se sentir remplis. Qui peut être psychologique aussi en partie, hein. Mais c'est marrant que tu parles de cette sensation, purement cette barrière mentale qu'on va se mettre, parce que moi je suis comme toi, j'adore les légumes à la base, j'adore les fruits, et donc il m'était pas venu à l'idée de faire un cétogène carnivore. Et pourtant, en fait, maintenant que, bah, voilà, comme mon chéri, au final, lui, c'est son quotidien, lui, voilà, c'est sa viande et son gras et c'est tout. Des fois, j'oublie de manger des légumes. Je me dis, ah tiens, bah, j'en ai pas mangé cette fois-ci. Et en fait, je vais manger ma viande et dessus, il y a un énorme morceau de beurre salé. Et puis voilà, c'est une bouchée de viande, une bouchée de gras. Et en fait, j'oublie des fois les légumes. Mais j'en consomme quand même, ouais, peut-être pas tous les jours, mais quand même régulièrement. Il y a un avantage à manger carnivore qui est absolument colossal, c'est la cuisine, qui se réduit à vraiment pas grand-chose. Alors ça, c'est merveilleux. Tu fais cuire ta viande. Généralement, quand on est carnivore, a priori, on aime plutôt saignant, voire bleu, très peu cuit, donc ça va hyper vite. Tu rajoutes ton gras, enfin franchement, en 2 minutes, c'est plié, quoi. Et après, à manger, ça va bah, beaucoup plus vite que des légumes en entrée, ça se mange, ça se prépare vite et ça se mange vite. Et franchement, ça, c'est génial. Ça, c'est top. Et c'est vrai que pour les personnes qui diraient ah oui, mais alors dis donc, ça fait beaucoup de viande, consommer beaucoup de viande comme ça, c'est pas écolo et tout. Sachez que quand on est carnivore, on mange nose to tail, hein. Donc on va manger aussi beaucoup d'abats, du foie, de la cervelle, des choses comme ça. On mange pas que le muscle de l'animal, hein. Donc on apprend aussi. Et moi, je retrouve des fois, je rachète des livres de cuisine de mamie sur Vinted, tu vois, de cuisine d'il y a 50 ans où tu vas un petit peu réinterpréter des choses qu'on fait plus parce que les gens ne consomment plus ces aliments-là, ce qui est extrêmement dommage parce qu'il y a vraiment, c'est très riche en micronutriments, le foie notamment. Si vous voulez pas avoir de carence, c'est bien de manger des choses différentes. Pas forcément. euh, des légumes donc, mais aussi des viandes de différentes parties de l'animal. Et oui, parce qu'on va avoir différents types de protéines. Chaque partie de l'animal va avoir des protéines. Donc les protéines, c'est quoi? C'est un assemblage d'acides aminés. Et quand on dit qu'il y a différentes protéines, c'est qu'on va avoir un taux plus ou moins élevé de chaque acide aminé. Et aujourd'hui, en cétogène, la mode, entre guillemets, c'est de prendre du collagène sous forme de poudre, alors que quand on mange toutes les parties de l'animal, eh ben, on va avoir le collagène dont on a besoin. Il va falloir que je teste, parce que là encore une fois, il y a des barrières psychologiques. Autant je peux manger de la cervelle, ça me pose aucun problème et j'adore ça. Autant un pied de cochon et un pied de veau, j'ai une petite appréhension. Mais il faut que je m'y mette. Il faut que je teste. En plus, il y a une amie là, ils vont faire un cochon bio, élevé en plein air et tout. Donc, en termes de qualité de vie de l'animal, c'est top. Il y a juste à la fin où ça pique un petit peu. Mais bon, voilà, très sincèrement, si l'abattage il est bien fait, l'animal, bah, il n'est pas bien pendant très peu de temps. Mais ce qui compte, c'est les années durant lesquelles il a vécu. Et un cochon qui vit en liberté, en plein air, c'est top. Donc là, ça va être du cochon bio qui a été bien élevé et tout. Et donc là, je vais tester en fait.
Mais je vais tester. c'est vrai ce que tu dis quand tu parles du pied du cochon, quand on parle de la cervelle. Moi, la cervelle, j'ai eu beaucoup de mal à en manger parce que je voyais la cervelle. Pour moi, la cervelle, c'était voilà. C'est pas anodin de manger un animal. Et d'ailleurs, ça, Marilène Patoumatis le dit dans Mangeurs de viande de la préhistoire à nos jours, nous sommes des animaux et nous mangeons des animaux. Et bien sûr que ça nous pose un cas de conscience morale. Le fait de manger ancestral et donc de manger de la viande ne veut pas dire qu'on n'aime pas les animaux. Et bien sûr qu'il y a cette espèce de dissonance cognitive où on ne veut pas imaginer l'acte de tuer. Euh, on est obligé, entre guillemets, de consommer des matières d'origine animale si on veut avoir une santé optimale. On peut très bien être végétarien et être en bonne santé, ça je ne le nie pas du tout. Par contre, être végétalien et avoir une santé optimale, ce n'est malheureusement pas possible. Donc, on doit dealer avec cette constante du fait que, bon, je veux être en bonne santé, donc je vais consommer des produits d'origine animale. Je sais, c'est dur ce que je vous dis et peut-être que vous allez me cracher dessus quand je vais vous dire ça, mais vous devez prendre cette donnée en considération. Après, ça ne veut pas dire que il faille aller vers ce qu'il y a de plus mortifère pour les animaux. Donc, comme tu l'as dit, essayez de choisir des circuits de consommation vertueux pour l'animal. On le sait que à la fin, comme tu l'as dit, c'est pas rose, l'animal meurt. Mais on peut essayer de lui rendre hommage, entre guillemets, en consommant le plus possible Nostoutel, en consommant le plus possible local, en essayant d'aller vers des personnes qui ont un abattage qui est respectueux. Non, on est d'accord, à la fin, il le tue. Mais on peut essayer, en tout cas, de prendre tout ça en considération pour faire le mieux possible. C'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on n'aime pas les animaux. Mm. C'est vraiment réducteur de dire ça. C'est vraiment. Moi, j'aime pas quand on dit ça parce que c'est caricatural. Déjà, juste nose to tail, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire du nez jusqu'à la queue, donc ça veut dire qu'on mange toutes les parties de l'animal, parce que des fois on utilise des termes, on est habitué d'utiliser ces termes en régime cétogène, mais il y a des gens, c'est quoi nose to tail, ça veut dire quoi? Donc voilà, alors juste petite parenthèse, euh, quand un végétarien ne mange que des œufs et que des produits laitiers, il faut quand même qu'il ait conscience qu'aujourd'hui en France, pour faire des œufs, on a des races de poules qui sont utilisées que pour les œufs, et on a des races de poules ou de poulets qui sont utilisées que pour la chair. Or, quand on fait des poussins, eh ben on a, aujourd'hui en tout cas, 50% à peu près de mâles, 50% de femelles. Ça veut dire que quand j'ai ma race de poule qui est faite pour faire des œufs, je vais avoir des poussins, et qu'est-ce que je vais faire? Les 50% de mâles, je vais les tuer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui pour faire des œufs. Donc ça veut dire que les gens qui mangent des œufs sont responsables de la mort des petits poussins mâles. Et on va avoir la même chose avec les races de poulets à chair, où on va garder plutôt les mâles. Et puis ensuite, pour l'histoire des produits laitiers, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'une vache puisse faire du lait, il faut qu'elle ait eu un veau. Et donc, le veau, on en fait quoi? Le veau, il part à l'abattoir. Après, là, on est sur une ligne de crête qui est intéressante au niveau du débat, parce que nous, donc je pense que toi, tu vas en venir à cette conclusion-là que, en gros, puisque vous êtes végétarien, mais qu'au final, votre alimentation génère le fait de tuer des animaux derrière, d'une manière ou d'une autre, pourquoi ne pas les consommer, ces animaux, tu vois? Alors que les végétaliens vont vous dire l'inverse. Vont vous dire, puisque votre alimentation génère le fait de tuer des animaux, autant retirer et aller vers le végétal. Donc, vous voyez, quand vous êtes entre les deux, vous avez vraiment le cul entre deux chaises quand vous êtes végétarien. Mm. Mais moi, je veux pas vous. Voilà. Je sais que j'ai beaucoup d'amis végétariens et c'est pas forcément simple. J'ai une amie, je lui ai dit, est-ce que si je te prouve par A plus B que tu as besoin de consommer de la viande pour être en bonne santé, est-ce que tu consommes de la viande? Et elle m'a répondu non. Elle m'a dit, même si je devais voir ma santé décliner, je ne suis pas capable de manger de la viande. Ça me dégoûte. Et je ne suis physiquement pas en capacité de manger de la viande. Donc voilà, je l'entends. C'est une problématique qui est pas simple. Alors moi aussi, j'ai des personnes comme ça dans mon entourage. C'est vrai que c'est un problème. Moi, je vois ces personnes avoir une santé
hyper fragile. Notamment une amie qui est maraîchère et qui est comme ça, qui est hyper frêle, qui est fatiguée tout le temps. S'il y a un truc, elle va se le choper et en version plus. Donc, bon, moi je lui en parle de temps en temps, mais c'est quelqu'un qui a fait partie de L214, qui a vu les images horribles que, en tout cas, certaines personnes ont vues via les médias. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un problème psychologique. C'est un vrai problème psychologique. Enfin, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme psychologique. Moi, que je comprends tout à fait, parce que quand je regarde un documentaire et qui commence à montrer ce type d'image, je coupe immédiatement. Je veux pas avoir ces images qui s'impriment en moi. Parce que je sais que je vais avoir un mal fou à les retirer, que ça va me poser un énorme problème. Je suis hyper sensible à ça. Donc je fais en sorte de ne pas les voir. Mais le problème, c'est que ces personnes-là, bah, elles sont tombées un peu là-dedans sans s'en rendre compte. Et puis maintenant, elles ne peuvent plus s'en sortir. Il faudrait vraiment qu'elles aillent voir. Enfin, moi, je ne vois pas d'autre solution, hein. Individuellement, enfin personnellement, elles n'arrivent pas à s'en sortir. Il faut qu'elles aillent voir un thérapeute. Un thérapeute qui les aide. Enfin, Ouais. si pour elles c'était une priorité de s'enlever le traumatisme suite à la vision de ces images. On a tous en tête des profils de personnes qui sont retournées à la viande après avoir été végétarien et où ça a été très dur, très dur psychologiquement. Et c'est vrai que moi, à une époque, j'étais pratiquement végétarienne parce que je voulais tendre vers ça. J'étais persuadée que c'était ce qu'il fallait de mieux, j'étais persuadée que c'était écologique, enfin bref, tous les clichés en gros. Et en fait, ce qui est horrible, enfin horrible, c'est fort comme mot, mais ce qui est compliqué, c'est que quand tu deviens végétarien, euh, il y a une glorification de ton parcours. En fait, tout le monde te félicite. Oh, c'est trop bien, bravo, c'est génial, tu fais du bien à la planète. Ah ouais, moi j'aimerais trop devenir végétarien. Ou alors ceux qui sont déjà végétariens te disent ah mais c'est trop bien. Et bon, les végétariens te disent tu pourrais faire un effort et devenir végétarien. Parce que il y en a certains qui sont quand même c'est jamais assez bien en gros ce qu'on fait quoi. Mais à contrario, bah, quand tu retournes vers une alimentation carnée, c'est un peu genre ah, tu crains un peu quoi. C'est c'est pas du tout vu comme quelque chose de positif. On a l'impression que tu rétropédales et que tu repars en arrière. Alors que je pense qu'on va y venir. On va forcément revenir vers quelque chose d'un peu plus riche en protéines animales parce que ce n'est pas viable, je parle du point de vue santé, hein, ce n'est pas viable de ne plus en consommer du tout. Tout simplement. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes, ne vous faites pas avoir les amis, hein, mais il y a plein de personnes qui vous disent qu'elles sont en bonne santé, qu'elles sont végétaliennes, soit elles sont pas en bonne santé, soit elles vont consommer, mais sans vous le dire. On le sait parce que entre nous, on connaît les grandes figures de certains mouvements et bah, il y a des gens des fois qui suivent leur coaching ou qui vont les rencontrer et qui vont voir certains comportements, quoi, de manger des choses en cachette et tout ça, quoi. Donc la vérité n'est pas aussi manichéenne que ce qu'on veut bien vous faire croire et je pense que ça pourrait être une bonne conclusion. Ben oui. Petite parenthèse, j'ai regardé le dernier Zone Interdite qui était super intéressant, qui parlait du fait que les agriculteurs ils vont devoir se reconvertir à cause du changement climatique, à cause de tout un tas de trucs. Et notamment, il y avait une éleveuse de bovins dont la ferme est à zéro émission de CO2. Et donc ils expliquent, alors je trouve que c'est quand même bien qu'ils expliquent, parce qu'il y a plein de gens qui sont encore dans l'idée que le bovin, alors c'est vrai qu'à l'échelle mondiale, l'élevage bovin tel qu'il est, tel que c'est pratiqué, ça génère beaucoup de CO2, mais oui, c'est normal, on les enferme dans des hangars ou dans des parcs et on va cultiver du soja au Brésil ou aux États-Unis à gros coups d'engrais, de pesticides. Ensuite, on fait manger ces céréales aux bovins qui vont générer beaucoup plus de méthane que s'ils mangeaient de l'herbe et du foin. Et donc là, en fait, dans cette ferme, eh ben, c'est simple, ils ont calculé à l'année les émissions de ces vaches en CO2 et en méthane, plus le carburant qui est utilisé sur l'exploitation. Ça, c'est toutes les émissions de gaz à effet de serre. Et puis tout ce qui va retenir du CO2, ben, c'est tous les pâturages. Donc dans sa ferme, il y a 200 hectares d'herbe avec des arbres, avec des haies. Et ben ça va retenir du CO2. Et ils ont fait la différence entre les deux. Et sa ferme, elle emmagasine plus de CO2 qu'elle en émet.
Voilà, donc tout ça pour dire que les gens qui pensent que l'élevage bovin ne peut que être générateur de gaz à effet de serre, c'est faux. Oui, l'élevage industriel tel qu'il est pratiqué, notamment en Amérique du Sud, aux États-Unis, et puis dans une moindre mesure dans certains endroits en Europe, parce qu'en tout cas en Europe et notamment en France, on a 80%, ce sont des petits élevages. Donc nous, on est encore protégés par ça. Mais non, l'élevage bovin, c'est pas du tout un élevage qui va générer beaucoup de CO2. Et en plus, ils disent dans ce documentaire qu'ils se sont rendus compte que quand tu fais pâturer des bovins, alors ça peut être des vaches, ça peut être des bisons, ça peut être n'importe quoi, et ben c'est la meilleure façon d'enrichir la terre. Et toutes les terres riches à travers le monde, c'était des terres où il y avait à l'époque, alors à l'époque c'était des bisons, c'était pas des vaches, mais c'était des bovins, donc des bisons, on va dire, qui, avec leurs sabots, qui aéraient la terre, et puis qui allaient manger certaines plantes pour empêcher qu'il y ait certaines plantes qui se développent. Et donc ça permettait d'avoir des prairies avec certaines plantes qui sont bénéfiques et qui n'allaient pas proliférer de façon anarchique. Et puis avec la bouse, eh ben, ça permettait d'enrichir, d'apporter des bactéries à la terre, etc. Donc en fait aujourd'hui, scientifiquement parlant, on se rend compte que l'élevage bovin tel qu'il est pratiqué dans des petites fermes avec du pâturage, ils appellent ça du pâturage à rotation dynamique, en termes écologiques, ce serait ce qu'il y a de mieux, et pour revitaliser les terres, pour les enrichir, et pour capturer le CO2, ce serait ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui, à mon sens, parmi ce qui est le pire, ce serait l'élevage des poules, parce que le problème, c'est que les poules, on est obligé de leur donner, enfin les poules ou les poulets, on est obligé de leur donner du grain. Moi, j'ai un éleveur pas loin qui fait des volailles bio, et il a voulu essayer de plus donner de soja, de plus donner de tourteaux, de je sais plus quoi qu'il donnait. Et en fait, ces volailles, elles avaient la peau sur les os, elles étaient invendables. Et puis ce grain qu'on donne, qui est riche en oméga 6, va faire que le gras, il est hyper riche en oméga 6. Donc aujourd'hui, la volaille, pour cette raison et pour plein d'autres, en termes d'écologie, alors je ne sais pas si c'est le pire, en tout cas, ça fait partie du bas du panier. Et l'élevage bovin, bah, c'est le top. Voilà, c'est le top. Quand il est fait comme ça devrait être, comme c'était fait à l'époque. Hein. À l'époque, il y avait des petits élevages. Et puis aujourd'hui, on est passé vers un truc complètement débile. Et puis quand on dit qu'on ne pourrait pas nourrir la planète comme ça, moi j'avais fait un petit calcul et je m'étais rendu compte que ce serait tout à fait possible en fait. J'ai pris les surfaces agricoles en France, le nombre de têtes de bovins en France, et je me suis rendu compte que, en tout cas, l'échelle était tout à fait plausible. On pourrait sans problème faire pâturer nos animaux, voilà, sans problème. Bah, forcément, il n'y aurait plus de champs de blé. Oui, les champs de blé, et en plus, les champs de blé, comme on a parlé du blé mutant, donc qui est problématique, le blé mutant représente 99% de la production de blé actuelle dans le monde. On a de la chance parce que le blé ancien, donc le premier blé avant cette mutation, on en a encore dans le sud de la France et en Italie, mais c'est très très peu. Donc c'est vraiment le petit village gaulois qui résiste contre l'envahisseur. Et ce blé-là ne peut pas survivre à l'état naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin de sols chargés enfin donc enrichis en azote, tout ça. Il a besoin de tout. Il vit sous cloche en fait. Il peut pas Ouais, vivre dans c'est la nature. un blé sous perfusion. Il a besoin d'avoir sa Complètement. perfusion de certains nutriments et puis de certains pesticides qui vont l'aider à croître. Ouais, ouais. Bon, on a ça avec les fruits. Hein. Tu sais, la variété golden, la pomme golden, c'est une pomme que tu ne peux que faire pousser s'il y a les produits phytosanitaires qui y a avec. Sinon, tes arbres, si tu leur donnes pas ça, ils te donnent rien en pomme. Donc, tu as des variétés qui sont dépendantes des produits phytosanitaires. Et moi, j'ai d'une amie à vendre des pommes bio sur mon marché. Il y a souvent des gens qui viennent nous demander si on a des golden. Putain, je les regarde, non, mais non, ça n'existe pas en bio, les golden, c'est pas possible. Alors, on essaie de leur conseiller des pommes qui s'en rapprochent le plus, mais bon, ça n'a rien à voir, c'est dégueulasse la golden.
Enfin, à côté de nous, ce qu'on a, c'est dégueulasse. C'est très Mais farineux en plus. Mais oui, oui, c'est une pomme qui tient pas, qui est vite farineuse. Voilà, donc on arrive au terme de cette vidéo avec Géraldine. Alors on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on avait prévu de faire, mais bon, voilà, c'est toujours comme ça, hein. Il y a toujours on a eu des petites discussions très intéressantes sur plein de sujets différents, donc c'est bien. Mais du coup, on va faire une deuxième vidéo, donc plus courte, pour finir tout ça. Ah, merci à vous en tout cas, puis merci à toi pour ton invitation. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, donc j'ai hâte de continuer. Bon, bah écoute, c'est réciproque, c'était super agréable. Donc la suite dans un prochain numéro. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.